en équation, on va dire, je cherche, je les ai écrites toutes les deux, voilà. La mise en équation du mouvement, elle est là en fait, hein, elle est dans EM0 égale une constante, donc égale quelque chose qui dépend de R et de θ, et puis l'autre, qui est la conservation du moment cinétique, R carré θ point égale à une constante, avec des conditions initiales, vous avez les deux constantes, et donc vous avez les équations du mouvement. On découple d'ailleurs l'une des deux grâce à justement la loi des airs, donc à la conservation du mouvement cinétique. On a deux équations couplées, et donc il suffit, entre guillemets, de résoudre cette équation différentielle ici pour avoir R en fonction du temps, et puis ensuite on a θ en fonction du temps avec l'autre. Donc en termes de mise en équation, c'est pas compliqué. Par contre, après, comment on résout ça? Alors je vous ai mis, je viens de le mettre ce matin, là, c'est pour ça qu'à 10h, j'étais en train d'essayer de le mettre en ligne. Je vous ai mis un petit complément qui est complètement hors programme, mais qui peut vous permettre de, justement, peut-être de vous faire une idée de comment on résout ça et comment on arrive à trouver R en fonction du temps et plus particulièrement R en fonction du θ, ce qui permet ensuite de justifier notamment que les trajectoires dans le cas des mouvements à force centrale newtonienne sont celles qui sont indiquées ici, à savoir les trajectoires hyperboliques, paraboliques et elliptiques. Donc la résolution, je vous la propose sur le complément pour ceux qui veulent y jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez regarder, c'est des choses qu'on faisait il y a encore quelques années. Après, c'est assez fastidieux parce que la résolution de l'équation différentielle, elle n'est pas simple. Et puis les propriétés, ça suppose surtout, c'est pas tant que c'est pas simple, c'est que ça suppose des connaissances sur les propriétés des coniques, les coniques étant cet ensemble-là constitué des hyperboles, des paraboles et des ellipses. Voilà. Donc je vous ai mis un complément. Alors c'est avec sur le site de la classe. C'est avec le cours. J'ai changé. Je vous avais mis un petit complément sur les satellites d'observation météo et autres. Et là j'ai changé. J'ai mis ça à la place pour ceux que ça intéresse. En dessous du poly du cours, vous avez le complément. J'ai bien précisé que c'était complètement hors programme. Voilà. Donc ici, nous allons, alors comme les coniques ne sont plus au programme de maths, parce qu'à un moment elles y étaient, donc c'est pour ça que ça pouvait être aussi intéressant de plus regarder ce qui se passe et comment on obtient ces ellipses comme trajectoire. Il se trouve que les trajectoires des planètes, puisqu'il s'agit en fait de décrire le mouvement des planètes, sont quasiment circulaires. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se plonger dans des calculs compliqués alors que les trajectoires des planètes sont quasiment circulaires? C'est le parti qui a été choisi, on va dire, pour ce cours, à savoir qu'on va considérer que, certes, ce sont des ellipses, mais elles sont tellement peu... elles ont une excentricité, donc ici un décalage entre le foyer et le centre tellement faible que, pour la résolution, on préfère dire que les trajectoires sont circulaires. C'est un cas particulier de l'ellipse et ensuite faire tout un tas de calculs sur les trajectoires circulaires plutôt que de se compliquer la vie avec les trajectoires elliptiques. Donc, si vous le voulez bien, on va continuer sur... c'est là que j'avais dit. On va continuer sur d'autres mouvements qui peuvent être décrits grâce à cette théorie. C'est les trajectoires des satellites et des satellites artificiels autour de la Terre. Donc là, on en vient... Hop là, je ne sais plus où c'est. On en vient aux satellites de la Terre. Et les satellites de la Terre sont la plupart du temps choisis et lancés de manière à avoir des mouvements circulaires. Et donc, ce qui va décider de la nature du mouvement sont les conditions initiales. Et donc, on va s'arranger pour que ces satellites soient lancés de manière à avoir des trajectoires circulaires. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des satellites météo ou des satellites d'observation. Et s'ils sont à une distance fixe de la Terre, c'est quand même plus intéressant. S'ils s'éloignent et ils se rapprochent. Donc après, ça dépend des satellites. Il y en a certainement qui ont des trajectoires elliptiques. Mais ici, nous allons nous intéresser aux satellites qui ont des orbites circulaires.
Alors, que dire donc à partir du moment où on est sur des mouvements circulaires, bah, on va revenir à des choses plus simples. Et donc, je vais vous proposer un certain nombre d'applications. Donc là, on va les faire au fur et à mesure. Je vais les faire sur mon ardoise après que vous ayez un petit peu réfléchi. Et donc, alors, il y a un certain nombre de définitions qui sont à connaître, qu'on appelle les vitesses cosmiques. Et on va commencer par s'intéresser à la première vitesse cosmique, c'est-à-dire la vitesse de satellisation. Elle s'appelle aussi vitesse de satellisation. C'est la vitesse pour laquelle le mouvement du satellite artificiel est circulaire. Et comme il est circulaire, il est forcément uniforme et à la distance R0. Donc l'idée, c'est, voilà, j'ai un satellite à la distance R0 de la Terre, j'aimerais savoir quelle est l'expression de sa vitesse et ensuite éventuellement faire l'application numérique. C'est ce que je vous propose dans l'application 2. Donc déterminer la vitesse de satellisation d'un satellite à l'altitude h égale 300 km. Donc l'altitude, c'est la distance à la surface. Hein. Donc évidemment que dans les équations, ça n'est pas R0, puisque R0, c'est la distance au centre de la Terre. Une des données à connaître, c'est le rayon de la Terre, je vous avais indiqué, 6400 km. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour pouvoir ensuite, bon là, je ne l'ai pas rappelé, dans un problème de concours, ça sera rappelé, mais par exemple à l'oral ou dans une résolution de problème, c'est pas mal d'avoir une idée de ce qu'est le rayon de la Terre. Donc, je vous laisse faire ce petit calcul de la vitesse lorsque le satellite est en mouvement circulaire à la distance R0 de la Terre. Donc d'abord exprimer la vitesse en fonction de R0 et puis ensuite faire l'application numérique avec l'altitude h qui vaut 300 km. Donc je vous l'avais dit, il s'agit essentiellement de remettre en équation un mouvement circulaire. Donc voilà, il faut juste avoir révisé un petit peu la mise en équation d'un mouvement circulaire uniforme. Et dans ces cas-là, en 2 lignes, c'est fini. Hein. Je vous laisse faire ça. Vous me mettez un petit indice pour me dire si vous avez fait ou pas. Et je vous laisse donc réfléchir. Donc, un point matériel S, le satellite, en rotation autour du centre de la Terre, T. Alors, au passage, au-dessus, je vous ai mis ce que c'était. Hein. Donc, la question, c'est quelle est la vitesse à donner. Donc, si la vitesse, vous voyez, vous avez une petite illustration. Là, si la vitesse n'est pas suffisante, bah, notre bonhomme, là, qui avait envie de se mettre en orbite autour de la Terre, il tombe. Par contre, si sa vitesse est suffisante, bah, il est sans arrêt en train de tomber, mais il ne retombe pas sur la Terre et donc il a une trajectoire circulaire. Pour faire allusion à cette histoire de, voilà, comme la Lune, le satellite de la Terre est sans arrêt en chute libre par rapport à la Terre. Voilà, je vous laisse mettre ça. Donc, point matériel S en rotation uniforme autour du centre de la Terre. C'est de la mécanique du point toute simple, mais on part du principe que la trajectoire est circulaire. Donc, la force d'interaction gravitationnelle qui s'écrit comme d'habitude, elle fait intervenir la distance R0 qui est une constante. D'où dans l'expression de l'accélération, les petits rappels sur le mouvement circulaire. Donc il s'agit d'exprimer l'accélération. Bon, on va faire le PFD par exemple, je peux vous donner quelques indications. Après, il y a d'autres façons de raisonner, on en parlera à l'occasion. Là, on peut commencer par écrire le PFD au satellite. Puisqu'il est en mouvement circulaire, son accélération prend une forme particulière, et puis on écrit le PFD, puis on déduit l'expression de la vitesse de satellisation. Je vous laisse faire ça et à l'occasion, je vais me faire un petit dessin sur ma tablette.
On se fait un petit rappel de l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Alors on peut, je fais avancer un peu le truc là pour que on ait le temps de terminer, mais l'accélération. Je vais basculer sur mon ardoise, hop, avec la caméra. Alors, je change d'écran, voilà, je change de fenêtre. Voilà, j'ai juste fait le dessin, hop, de la Terre et du satellite. Et puis la Terre, on va mettre T au centre de la Terre. À l'occasion, je crois que ce raisonnement, je l'ai eu juste au-dessus. Alors, donc l'accélération, donc déjà, vite fait, quand on s'en souvient plus, on fait vite fait l'expression du vecteur position, R0 UR. Alors, UR, j'ai gardé UR, hein. Ça pourrait s'appeler URO, mais j'ai gardé le UR des coordonnées sphériques pour passer en polaire. Donc, ne soyez pas surpris, j'avais insisté là-dessus, mais parce que, voilà, très classiquement, hein, on l'appelle UR cette fois-ci, plutôt que de l'appeler URO, mais c'est le même. Hein. Donc, la vitesse du satellite, c'est la dérivée du satellite, S, pardon. C'est crado. Hop. Donc la vitesse du satellite S, la dérivée. Alors là, on est, il faut le savoir, dans le référentiel géocentrique, donc centre de la Terre pour origine, et puis les axes qui pointent vers 3 directions fixes, vers 3 étoiles lointaines. Donc ici, R0, θ point du θ, puisque R0 est constant, donc voilà. Ce qui fait quoi? Ce qui fait du... Alors, c'est aussi VS du θ. Si VS, c'est précisément la vitesse de satellisation que l'on cherche. Alors, au passage, comme on a montré que... alors, on peut montrer, tiens, je vais faire différemment. On avait déjà parlé de la loi des airs, hein, ou de la conservation du moment cinétique. Autrement dit que R0, θ point est forcément constant puisqu'on a R0 carré θ point qui est une constante grâce à la loi des airs. Donc R0 étant constant, θ point est constant, donc la vitesse angulaire est constante. Donc le mouvement lorsqu'il est circulaire, puisqu'il se fait à vitesse aréolaire constante, il est aussi uniforme. Donc l'accélération ici, donc alors soit on en déduit ici R0 θ2 point, d'ailleurs c'est là qu'on retrouve, hein, Uθ moins R0 θ point carré UR, ou autrement dit R0 θ2 point Uθ moins Vs carré sur R0 UR. Ça, c'est l'expression d'accélération. Et donc, au passage, on verra, alors si vous n'aviez pas encore pris en compte le fait que le mouvement était uniforme, ça va se traduire quand on va écrire la somme des forces, puisque m fois l'accélération sera égale à la somme des forces, force centrale. Donc, autre façon de montrer que le mouvement est finalement uniforme, c'est que ce terme va disparaître, puisqu'il n'y a pas de composante de la force sur Uθ. Donc, soit on le dit qu'on le sait déjà parce qu'on a le droit d'utiliser le résultat sur la loi des airs, soit on ne sait pas encore, mais on va le montrer dans 2 secondes parce qu'en écrivant le PFD, ça va disparaître. Bien, allez, je vous laisse terminer. Il y en a pour 2 secondes là. Il faut que ça monte à 20 là, avant que j'écrive le résultat. Donc, m fois l'accélération égale la somme des forces, et la somme des forces, j'ai tout écrit là. Hein. Donc, je vous ai refait le calcul de l'accélération, moins v carré sur r, UR, lorsque le mouvement est circulaire uniforme. Et là, il n'y a plus rien à faire. On a directement... j'ai écrit l'accélération en fonction de la vitesse pour pouvoir accéder à la vitesse, justement, par la suite. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Hein. C'est la façon...
On révise un petit peu le mouvement circulaire. Il y a la conservation de l'énergie, il y a les lois de Kepler, enfin, tout un tas de trucs qui permettent d'arriver au même résultat. On va en parler. Donc, une fois, j'avance tranquillement. Comment elle s'appelle la masse du satellite? Elle s'appelle M peut-être. On va l'appeler M. La masse de la Terre, on va l'appeler MT. Et les résultats, au fait, j'y pense là d'un coup, là, du quiz. J'ai gagné, c'est vrai, bah, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Mais il y a 2 tours, hein, madame. C'est pas fini. Ah oui, d'accord, mais au moins que. Et alors, qui était. C'est 11. Et un deuxième tour, c'est-à-dire que là, on était 3 et au deuxième tour, on est 2, c'est ça? Ah. Donc, on sera 3 à nouveau, d'accord. Oui, donc tout reste à faire. Okay. Bon, alors, sinon. Sinon, j'ai fini le calcul à ce temps-là, donc. Est-ce que c'est bon? Donc, première façon de faire, à l'occasion, je vous méthode, vous allez me donner d'autres méthodes. Première façon de faire avec le PFD, voilà, c'est de la mécanique du point, hein, ça on aurait pu le faire il y a quelques mois, vous saviez faire. Donc on obtient la vitesse de satellisation qu'il faut savoir retrouver rapidement dans le cas du mouvement circulaire, voilà, vitesse, si on veut mettre en orbite à la distance R0 du centre de la Terre, eh ben, il faut que la vitesse ait cette expression-là. Et puis si on dit que R0 c'est RT plus H, avec H, si on veut mettre à 300 km d'altitude, eh bien, il faut la vitesse de satellisation sera de, vous allez me faire la petite application numérique pour avoir une petite idée des vitesses des satellites. Donc, le rayon de la Terre, RT égale 6400 km, j'avais mis dans l'application que c'était à connaître. Il y a un petit pouet-pouet en fond sonore, là, je ne sais pas si vous l'avez, mais... Vous entendez le fond sonore chez moi ou... Ouais. Non. Non, bon. Ah oui. Donc, la valeur de G. Alors, comment on fait quand on n'a pas la valeur de G? Tiens. Quand on ne s'en souvient pas. Comment on se débrouille sans? Oui. Ouais, on utilise, quand on n'a pas le grand, on fait avec le petit. Oui, exactement. Dans le cas où on est à RT. Donc, quand on n'a pas le grand et qu'on veut retrouver le petit, je vous le dis parce que ça peut être utile quand même, on écrit que petit g, donc c'est le champ de pesanteur, c'est donc le champ gravitationnel. Ah oui, mais attendez, on est quand même coincé. Si, on va l'exprimer en fonction de... C'est même GMT d'ailleurs, parce que je ne vous ai pas mis la masse de la Terre, donc de toute façon, on est coincé sauf à aller farfouiller ailleurs, mais je vous montre quand même comment on se
on se débarrasse du grand G et surtout et aussi de la masse de la Terre. Donc petit G, c'est le champ de pesanteur à la surface de la Terre, donc c'est le champ gravité. Pesanteur et gravitation, c'est pas tout à fait pareil, mais finalement, on n'en est vraiment pas loin. Donc le champ de pesanteur à la surface, et ici on met le RT carré. Donc là j'ai écrit le champ gravitationnel en norme, et là j'ai écrit le champ de pesanteur. Donc ça c'est 9,81. Le RT que je vous ai demandé de connaître, et finalement on peut obtenir GMT. C'est ça plutôt qu'il faut utiliser. Hop, on ne voit plus rien, je redescends un petit peu. Ou ici, hop, pardon. Ici, GMT égale, qu'est-ce que j'ai dit, petit g, RT carré. Hop. Ça, hop là, gardez-le dans un coin pour pouvoir le retrouver. Est-ce que je vous ai mis quelque part, à un endroit ou à un autre, la masse de la Terre dans le poli? Je ne sais pas. Je cherche. Je cherche si je l'ai mis quelque part, la masse de la Terre. 124, mais après le chiffre qu'il y a devant, est-ce qu'elle est compatible? « 124 kg, mais j'ai dû mettre ça. Non, moi je ne l'ai pas mis. Bon, alors c'est plus. Alors, et sinon j'ai. Personne n'a d'idée? Alors, ça c'est la masse de la Terre, ouais, 6 puissance 24 kg. Et j'ai. On met unité SI pour faire bien. Ce sera parfait, comme ça on ne s'embête pas avec. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, le grand G, c'est vrai que c'est pas si on a une idée quand même. Notamment si après, bon, après on peut pas apprendre. Moi, j'avoue que je suis pas très fan de l'apprentissage de toutes ces valeurs, mais voilà, grand G. Par contre, la masse de la Terre. Alors, donc dans ces cas-là, plus simple. Je trouve que RT c'est pas très compliqué à retenir, le 6400 km. Après, la masse de la Terre, bon, c'est voilà, c'est vrai que ça fait partie des choses pour lesquelles vous devez quand même avoir un petit ordre d'idée. Donc, une des façons de les retrouver, c'est ce qu'on a fait là. Hein. Et puis, éventuellement, alors dans un problème, encore une fois, ça sera donné, hein, le grand G, là. Sinon, bah, c'est vrai que avoir ces constantes de gravitation universelle un peu dans la tête, c'est pas mal aussi. Bien, alors, verdict sur la vitesse, on en était à l'application numérique, hein, je ne sais pas où vous en êtes, donc à mettre dans l'unité que vous voulez, mais on parle un petit peu. Allez, quelle est la valeur de VS? Donc ici, vous pouvez mettre, comme je l'ai dit, un G RT carré, hop, sur R0. Si vous préférez. Donc ça fait 7,8 km par seconde. Voilà la vitesse du satellite. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai 7,8, mais c'est peut-être un problème, je sais pas. Donc 7,7 si vous me dites, je suppose que j'ai fait. Allez, 7,7 km par seconde. Voilà la vitesse de ce satellite à l'altitude de 300 km au-dessus de la Terre. Ouais, j'aurais pu mettre l'ISS, hein. Donc l'ISS elle est à 400
Voilà, si vous voulez avoir pour l'ISS, on aurait pu faire ça d'ailleurs, c'est malin. Pour l'ISS à 400 km d'altitude, bah, c'est du même ordre. Hein. Hop. On doit être autour à peu près de la même vitesse. Voilà pour ça. Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions là-dessus? Donc là, vous allez voir qu'on va... Alors, si quand même, vous avez parlé des autres techniques. Alors, parmi les autres méthodes, on peut utiliser quoi? On peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Alors, comme on l'a dit précédemment, est-ce que je peux effacer ma tablette là? C'est bon? Je peux effacer mon ardoise? Donc, parmi les autres possibilités pour retrouver cette vitesse, on peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique avec, par ailleurs, donc on a dit EM0 égale donc 1/2 de M VS carré, ça c'est la vitesse qu'on cherche, la vitesse de satellisation. Ensuite, on rajoute, là il y a des gens qui se plaignent. Ensuite, je rajoute l'énergie potentielle d'action, hop, R0, voilà, égale à une constante. Et la constante, alors vous vous souvenez de ce que c'est la constante? C'est ce que j'avais montré dans un des paragraphes juste avant. Voilà, moins K sur 2A, donc moins GM MT sur 2 R0, puisque A cette fois-ci c'est R0. Donc ça peut être pratique. On a aussi ici, normalement, si on réarrange tout ça, l'expression de la vitesse de satellisation, et on retrouve le GMT sur R0, racine de GMT sur R0. Ah, attendez, recommander, j'ai signé. Je vous laisse, alors, parce que sinon, il y a une autre technique avec vous réfléchissez à ça, il y a une autre technique avec la loi de la troisième loi de Kepler adaptée avec la Terre comme centre attracteur. Je vous laisse juste l'écrire. Bon, alors, me revoilà. Troisième loi de Kepler. T carré sur R0 au cube égale, je vous écoute, donc version Terre. Autre façon de retrouver ce résultat, T carré sur R0 au cube égale version Terre 4pi carré sur grand G fois, donc là on ne met pas la masse du Soleil, hein, on met la masse de la Terre. En exprimant la période de rotation, donc ça c'est 4pi carré, qu'est-ce que j'ai dit R0 carré sur... R0, oui, je vais y arriver. R0 carré sur VS carré, donc la distance parcourue sur la vitesse pour avoir la période. Et donc, on réinjecte ça, toc, dans l'expression et on obtient de la même manière le VS. OK? Bon, je vous laisse terminer le calcul, mais voilà, il y a conservation. Alors, ça suppose conservation de l'énergie mécanique de se souvenir du moins K sur 2A. Ici, ça suppose d'avoir en tête la troisième loi de Kepler. Et puis sinon, donc version Terre, ça peut être avec n'importe quel astre attracteur. Hein. Le tout, c'est de changer ici la masse et de mettre la masse de l'astre attracteur. Et puis sinon, la version la plus élémentaire qui est, je réécris le PFD. Et puis avec ça, je peux retrouver la vitesse. Voilà pour ça. Alors, je continue parce que je vois que le temps tourne. On va continuer avec les satellites géostationnaires. Alors, je reprends le poly.
Et on va en venir à l'application après. Alors, le poli, il est là. Donc, ça c'est fait. Hop. Donc, les satellites géostationnaires sont des satellites qui sont comme leur nom l'indique, hein, ils sont fixes par rapport au référentiel terrestre. Ils sont fixes par rapport à la Terre, c'est-à-dire qu'ils tournent à la même vitesse angulaire que la Terre. Ça veut dire que leur vitesse dans le référentiel géocentrique ne peut pas être n'importe comment. C'est la même vitesse, enfin c'est la même vitesse angulaire que celle de la Terre. Donc c'est pour ça que, alors là j'ai réécrit, je pense que c'est pas dans votre poli, hein. Donc trajectoire circulaire parce qu'ils doivent être toujours à la même distance du sol, ça c'est indispensable. Donc, la trajectoire est circulaire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette trajectoire circulaire est contenue dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre. Si on veut qu'il soit fixe pour le moment, on peut se dire que puisque le satellite doit être fixe par rapport à la Terre qui tourne sur elle-même, eh ben, il faut forcément qu'il ait une trajectoire circulaire comme les points à la surface de la Terre. Autrement dit, qu'il décrive un cercle qui a pour axe l'axe de rotation de la Terre. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas trop de choix. L'axe du plan de la trajectoire, ça doit être l'axe de rotation de la Terre. Et donc, à partir de là, on peut exprimer la vitesse de ce satellite dans le référentiel géocentrique. Dans le référentiel terrestre, sa vitesse est nulle, mais dans le référentiel géocentrique qui nous sert pour l'étude des satellites actuellement, eh bien, ça sera la vitesse angulaire de rotation de la Terre que multiplie la distance à l'axe. Ça, pour l'instant, c'est la distance à l'axe, R0, que multiplie ici portée par le vecteur Uθ. Alors, au passage, la valeur de la vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même, si vous ne vous en souvenez pas, il faut que vous sachiez leur trouver ce oméga t là. Donc, autrement dit, quel est l'angle parcouru par la Terre par unité de temps? Quelle est la vitesse angulaire de rotation de la Terre? Est-ce que vous savez retrouver cette valeur numérique aussi? Bon, éventuellement, on y reviendra tout à l'heure. Je vais terminer sur mon satellite géostationnaire et puis je vais vous laisser écrire. Je termine juste et après, voilà, non, pas d'une année. Chloé, c'est pas une année. C'est la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. Voilà, on fait un tour en 24 heures. Donc, voilà. Après, on va l'écrire en radians. Donc, on fait 2π en 24 heures. Donc, on transforme les degrés en radians, on transforme les heures en secondes et on a la vitesse angulaire de rotation de la Terre en radians par seconde. On verra tout à l'heure pour l'application numérique, mais c'est autour de 7 et quelques 10 c'est qui d'ailleurs, 10-5 je crois, autour de 7, 10-5 radians par seconde. Donc un jour et 2π radians en une journée à convertir en secondes. Donc je termine juste sur mon satellite géostationnaire. Donc on avait dit qu'il avait une trajectoire qui était forcément un cercle d'axe, l'axe de rotation de la Terre, mais comme la trajectoire, on l'a vu dans la loi de conservation du moment cinétique, comme la trajectoire dans le cas des forces centrales contient, le plan de la trajectoire contient forcément le centre attracteur. On l'a vu avec la conservation du moment cinétique, on a dit que le plan de la trajectoire contenait le centre attracteur. Donc ici, on vient de montrer que la trajectoire est forcément un cercle d'axe, l'axe de rotation de la Terre. Et si on doit contenir le centre attracteur, à savoir le centre de la Terre, il n'y a pas trop de choix sur le plan de la trajectoire des satellites géostationnaires. C'est forcément le plan équatorial, qui contient à la fois le centre attracteur, le centre de la Terre, et qui a pour axe l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Donc ici, vous avez un petit schéma qui vous montre voilà, ce que va être l'orbite d'un satellite géostationnaire. Après, il y a des satellites qui ont des plans d'orbite qui ne sont pas les plans équatoriaux. Ça, ce sont des satellites
qui ne sont pas géostationnaires, mais par contre, le plan de la trajectoire du satellite contient forcément le centre de la Terre. Voilà, donc le satellite géostationnaire, il a un plan de trajectoire qui est équatorial, donc il n'y a pas le choix. Si on veut qu'il soit toujours au-dessus du même point à la surface de la Terre, eh bien, il est nécessairement dans le plan équatorial. Donc, vous allez me calculer, application 3, l'altitude du satellite géostationnaire. On a le droit d'utiliser les résultats précédents, d'utiliser, donc on a dit les lois de Kepler, d'utiliser, c'est un satellite, on va dire, en rotation autour de la Terre sur une trajectoire circulaire. Donc on a le droit aussi de reprendre la vitesse de satellisation qu'on a calculée tout à l'heure. Cette fois-ci, la question, c'est à quelle distance se trouve-t-il du centre de la Terre pour ensuite en déduire l'altitude. Je vous laisse faire ça, application 3, vite fait, en 5 minutes. Allez. L'une des bonnes techniques, indication, c'est la loi de Kepler appliquée, adaptée à la Terre comme centre attracteur. Et on a vite fait, comme ça, et quasiment immédiatement, l'altitude. Allez, quelqu'un pour mettre un petit c'est fini là, et puis que je vois à peu près où vous en êtes. Avec l'application numérique, hein, parce que c'est intéressant d'avoir cette valeur numérique, on avait tout à l'heure, par exemple, calculé la vitesse d'un satellite qui était à 300 km d'altitude, et notamment, je vous avais dit aussi l'ISS, hein, la station orbitale internationale, là, elle est à 400 km d'altitude, ce qui peut donner un élément de comparaison. Ici, pour le satellite géostationnaire, à quelle altitude est-il? On va faire le petit calcul, je vais repasser basculer sur ma tablette. Donc le R0, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la distance à l'axe, mais comme le point, le centre de la trajectoire, c'est le centre de la Terre, et que la trajectoire est un cercle qui passe par le centre de la Terre, c'est aussi la distance au centre de la Terre. Allez, l'application numérique aussi, hein, comme ça je vous la demanderai, qu'on se fasse une petite idée. Donc on manipule, on essaie de manipuler un petit peu les lois établies précédemment pour pouvoir s'en souvenir plus facilement. Loi de Kepler, hein. T carré sur R0 au cube égale 4 pi carré sur GMT. Et donc on a dit pour l'application numérique, éventuellement, GMT égale G0, enfin G, pas G0, G, quoi, le champ de pesanteur, fois RT carré si on ne vous donnait pas la constante de gravitation, si vous ne vous souvenez plus de la masse de la Terre, voilà. Bon, alors là, on a directement la période, hein, donc à la limite, c'est même pas la peine de chercher à se compliquer la vie, hein, la période de rotation de la Terre sur elle-même, 24 heures. Et donc on en déduit. Qu'est-ce que j'ai mis R0 carré, merci. R0 cube et ici.
Allez, l'altitude, la question c'était quelle est l'altitude. Donc moi je veux l'altitude pour répondre à la question. Allez. Alors, 35 000 kilomètres. Ouais, alors 35, oui, 35 900. 36 000 kilomètres, ouais. On est d'accord, 36 000 kilomètres. Voilà, ce qui n'a en gros pas grand-chose à voir avec les 400 km précédents de la station orbitale. Là, on est beaucoup plus loin. Donc ça doit faire 42 000 km à peu près pour le R0. Quelque chose de cet ordre-là. Et 36 000 pour l'altitude. Donc il faut convertir, voilà, la période, il y a juste à avoir la période de rotation Terre sur elle-même. Et puis pour faire l'application numérique, remplacer tout ça. Donc il n'y a même pas besoin de la vitesse angulaire. Mais... Ok, c'est bon ça? Madame, du coup, est-ce qu'on aurait pu écrire l'égalité entre la vitesse de satellisation qu'on avait calculée et oméga t R0? Oui, tout à fait. Ok. Mais la vitesse de satellisation, le problème c'est qu'il faut qu'on la recalcule. Oui, enfin oui. Toute relation, vous allez voir, retombe sur ce... Vous écrivez la vitesse de satellisation en fonction de R0 et puis vous dites que ça fait oméga t R0 avec oméga t qui est fixé par la rotation de la Terre sur elle-même. Donc oui, vous allez tomber sur le même résultat. Il y a plein de façons. Là, je vous en ai donné une pour qu'on ravive un petit peu la loi de Kepler, mais il y a plein de façons de réobtenir ce résultat. On tourne toujours autour des mêmes relations. C'est bon pour ça? C'est bon. On continue? Alors, je vais poursuivre sur le colis. Hop, avec donc l'énergie de satellisation maintenant. Donc tout ça, c'est des petits exemples, on va dire des petits calculs. À chaque fois, vous voyez qu'on tombe sur à chaque fois une application pour que vous mettiez en œuvre les différentes équations de conservation, le tout appliqué au mouvement circulaire. Hein. Donc c'est une partie du cours très applicative puisque à chaque fois on met en pratique les relations. Donc ici, j'en viens à l'application quand c'est fait. Donc voilà, c'est fini, bref. Énergie de satellisation. Donc ça encore, ça fait partie des choses. C'est moins clair en programme, mais bon, voilà. C'est l'énergie donc du satellite lorsqu'il est en mouvement circulaire à la distance R0 du centre de la Terre, donc ici du centre tracteur en général. Alors juste rien de bien sensationnel, c'est pour vous montrer que si on tourne en rond en fait, hein, soit on reprend le résultat établi dans le cas général où on a vu que l'énergie mécanique c'était moins K sur 2A, donc dans le cas des trajectoires circulaires c'est moins K sur 2R0. Sinon on peut retrouver ce résultat à partir de l'expression de la vitesse de cette satellisation qu'on a établie en utilisant le PFD par exemple. Donc si vous utilisez le PFD pour trouver un demi de MVS carré, donc là vous pouvez remplacer par l'expression de la vitesse qu'on a obtenue. Et ici l'énergie potentielle à la distance R0. Et donc quand on écrit l'énergie cinétique et qu'on ajoute l'énergie potentielle, on tombe sur le moins GMMT sur 2R0. Donc ça c'est, voilà, on peut retrouver le moins K sur 2R0 à partir de l'expression de la vitesse de satellisation
sous réserve qu'on ne l'ait pas établi à partir de moins k sur 2a. Mais l'idée, c'est si on l'établit à partir du PFD, eh ben, on retombe sur le moins k sur 2a que je vous avais mis en évidence dans le cadre plus général des trajectoires elliptiques. Donc le moins k sur 2r0, important, comme j'ai dit, au même titre que le moins k sur 2a, pour les trajectoires circulaires. Alors, on en vient donc à... Ça, c'est l'énergie que doit avoir ce satellite, l'énergie mécanique qu'il doit acquérir pour être sur sa trajectoire circulaire à la distance R0 du centre attracteur. Donc, je vous propose une petite application de ça, à savoir quelle est l'énergie à fournir à un satellite qu'on lancerait depuis la surface de la Terre pour qu'il arrive sur son orbite à la distance R0 de la Terre, avec une application qui se fera sur une orbite géostationnaire. Donc, l'idée, c'est calculer, donc pour vous aider sur cette application, calculer l'énergie à fournir pour mettre le satellite en orbite géostationnaire. Donc, il a une certaine énergie à la fin, qui est l'énergie mécanique ici, dont on vient de donner l'expression. Si on est sur l'orbite géostationnaire, c'est-à-dire que R0 vaut ce qu'on a calculé tout à l'heure, à savoir les 42 000 et quelques kilomètres. Donc son énergie mécanique finale, bon, elle n'est pas compliquée à calculer à partir du moment où on connaît le rayon de l'orbite. Donc connaissant le rayon de l'orbite, vous êtes capable de calculer l'énergie mécanique du satellite lorsqu'il est sur son orbite géostationnaire. Il manque les degrés là, tiens. Donc, maintenant, le satellite, la question n'est pas celle-là en fait, n'est pas quelle est l'énergie mécanique finale du satellite, c'est quel est l'apport énergétique. Parce qu'en fait, le satellite, quand il est à la surface de la Terre, il a déjà une certaine énergie mécanique initiale, avant qu'on ne le lance. Et donc la question, c'est quel est l'apport énergétique, que doit apporter le lanceur justement pour qu'il arrive avec cette énergie mécanique finale sur son orbite géostationnaire. Alors, donc la question la plus délicate, c'est calculer finalement, donc l'énergie finale, on vient de le faire, l'énergie mécanique initiale. Alors, elle vient d'où cette énergie mécanique initiale? Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se calcule ce truc-là? L'énergie mécanique initiale. De l'énergie potentielle liée à la gravitation. Oui. Oui, et que vaut-elle cette énergie mécanique initiale? Donc le satellite, il est à la surface de la Terre. Donc il y a de l'énergie potentielle gravitationnelle, comme vous l'avez dit, au niveau à la surface de la Terre. Je vais peut-être faire un petit dessin. Hop. Je bascule. Sur la donc, peut-être que je vais commencer par écrire l'énergie mécanique finale. EM finale, on va la mettre dans un coin. EM finale égale, donc on avait dit moins G M, la masse de la Terre, sur 2 R0, moins K sur 2A, avec R0 qui était sur l'orbite géostationnaire. Donc ça, c'était l'énergie mécanique finale. L'énergie mécanique initiale. Alors, initialement, exactement, Samuel, ça dépend du référentiel, mais là, je ne vous pas dans n'importe quel référentiel. On fait l'étude des satellites, on est dans le référentiel géocentrique. Et donc, dans le référentiel géocentrique, effectivement, c'est une bonne remarque, le satellite à la surface de la Terre où on le lance, il a déjà, avant même que la fusée ne décolle, il a déjà, dans le référentiel géocentrique, il a déjà une certaine vitesse initiale, puisqu'il est posé sur la Terre et qu'il a déjà la vitesse liée à sa position à la surface de la Terre. Enfin,
lié au fait que la Terre tourne. En fait. Donc, dans l'énergie mécanique initiale, il y a, on va mettre ça comme ça, il y a un demi de VI carré, où VI, c'est la vitesse du satellite parce qu'il est posé sur la Terre et que la Terre tourne. Je sais pas trop, enfin, comme on est dans le référentiel géocentrique, s'il est posé sur la Terre. Bah, la Terre, elle tourne dans le référentiel géocentrique. Donc, regardez, je fais un petit dessin là. Hop. Si notre satellite, il est là, il a déjà une certaine vitesse, il est en train de tourner. Ah, je croyais que le référentiel géocentrique, il tournait avec la Terre. Ah non, j'ai repris d'accord. là. J'ai dit pardon. 3 axes vers 3 étoiles lointaines. Donc, ah oui, c'est indispensable. Hein. On n'est pas en train de. On n'est pas. La Terre tourne sur elle-même, mais on est dans un référentiel où les axes pointent vers 3 étoiles lointaines. Donc, le satellite, ici, posé avant son décollage, il a déjà une certaine vitesse initiale. Et puis, donc ça, c'est son énergie cinétique initiale dans le référentiel géocentrique. Donc, on va la calculer. Si, vous voyez, je peux tracer, j'ai fait un petit dessin un peu moche là, mais je peux tracer dans le référentiel géocentrique, donc j'ai mis l'axe de la Terre. Hop, le satellite, il est posé à la surface, il a une trajectoire circulaire ici. Il est en train de, donc il n'est pas en orbite, hein, donc il a une trajectoire circulaire qui n'a pas comme centre le centre de la Terre. Hein, il est posé sur la Terre, donc il a déjà une certaine vitesse ici. Et puis il a aussi une énergie potentielle, moins GMMT sur la distance au centre. Donc ça c'est l'énergie potentielle de gravitation, moins GMMT sur RT. Donc, il a d'énergie potentielle gravitationnelle. Il y a un nom pour. Ça s'appelle le référentiel terrestre, avec comme origine le centre de la Terre. On l'utilise assez peu parce que quand on est dans le référentiel terrestre, on est plutôt en train de faire de la mécanique à la surface. Mais ça s'appelle un référentiel. Des référentiels terrestres, il y en a plein généralement. Hein. Il faut juste qu'ils tournent avec. Un référentiel, c'est un solide. À partir du moment où le solide, c'est la Terre, et que vous vous basez sur ce solide de référence, que vous êtes fixe par rapport à ce solide de référence, vous êtes dans un référentiel terrestre. Après, c'est juste un changement d'origine. Il faut répondre à la question de Samuel. OK pour l'énergie mécanique initiale? Donc, alors la question c'est comment on va calculer ce VI là? On a les latitudes. Et bien voilà, on a les latitudes. Le VI, il dépend de la latitude. Hein, parce que là, vous avez, alors je ne sais pas si mon dessin va être très joli, je vais essayer de faire apparaître ici la latitude lambda. Mais la trajectoire décrite, hein, alors on sait qu'elle est décrite un tour en 24 heures, donc elle est décrite à la vitesse angulaire oméga t, hein, qui est la vitesse angulaire de rotation de la Terre. Et puis le rayon de la trajectoire, ce sera RT cosinus lambda, puisqu'on est à la latitude lambda, donc on a ici un rayon qui vaut par projection RT cosinus lambda. Comme j'en étais en train de faire quoi. Donc ça, c'est le rayon de la trajectoire circulaire du satellite quand il est encore posé à la surface de la Terre, multiplié par oméga t. Et là, vous avez la vitesse initiale en norme du satellite lorsqu'il n'a pas encore été lancé, mais qu'il se retrouve à la surface de la Terre. D'où donc l'énergie mécanique initiale qui dépend de l'endroit où on se trouve. Vous voyez? Donc, quel est l'intérêt? Quel intérêt maintenant si on veut lancer un satellite géostationnaire? Delta EM égale donc EM final moins EM initial. Donc, l'idée, c'est que si on veut minimiser le gain énergétique, enfin l'énergie à fournir au satellite, on a quand même tout intérêt à avoir déjà une énergie mécanique initiale la plus élevée possible. Conclusion, où est-ce qu'il vaut mieux se placer pour lancer des satellites? Près de l'équateur. Voilà, il vaut mieux être au niveau de l'équateur pour lancer un satellite, comme ça il a déjà une énergie mécanique initiale la plus élevée possible, puisque cos lambda va être proche de 1, ou plus près de 1. Donc pour ça, il faut avoir des territoires au niveau de l'équateur.
Et donc, alors j'ai mis dans le poly, je vais peut-être rebasculer sur le poly, j'espère que tout le monde, c'est bon pour tout le monde. Donc l'idée c'est de maximiser cette énergie cinétique initiale en essayant de mettre les bases de lancement au plus près de l'équateur. Donc il se trouve que les lanceurs européens sont plutôt lancés depuis la Guyane. Ça tombe bien parce que la Guyane, c'est proche de l'équateur. Alors, il y a plein de bonnes raisons pour la Guyane. Hop. Par ailleurs, il y a l'océan pas trop loin, donc si ça doit tomber, bah, c'est moins peuplé, c'est mieux. Hop. Et je remets les latitudes pour tout le monde. Donc, alors, c'était des 46 degrés, j'ai fait le degré. 46 degrés nord pour la station, enfin pour la base de lancement russe. Là. Aux États-Unis, 29 degrés nord et voilà, en Guyane, on est à 5 degrés. Donc, on a une énergie cinétique initiale plus importante quand on lance les satellites au plus près de l'équateur. Ok, bon, je vous laisse pour faire les applications numériques. Je vois que l'heure tourne un petit peu. Mais pour un satellite, j'avais dû mettre... Est-ce que je vous ai donné des valeurs numériques? Non, je n'ai pas mis. Si, un satellite de 6 tonnes, le lancer... Alors là, j'ai fait une petite application numérique, je vous donne juste le résultat. Pour un satellite qui fait 6 tonnes, on a le gain en termes énergétiques entre un lancement à Kourou et un lancement à partir de Baïkonour, là, donc vous voyez la latitude est quand même pas la même, le gain il est de 3 10 puissance 8 joules, c'est-à-dire l'écart entre l'énergie à fournir ce delta EM depuis, ce delta EM, vous l'avez plus sous les yeux, le delta EM de Baïkonour, au moins le delta EM de Kourou, il est de l'ordre de 3 10 puissance 8 joules, ce qui fait à peu près 0,15% d'économie pour un lancement depuis la Guyane par rapport à un lancement depuis le Kazakhstan. Bon, voilà, c'était juste. Mais ce qu'il faut que vous ayez bien compris, c'est cette notion d'énergie mécanique initiale qui est déjà non nulle surtout, et puis surtout d'autant plus importante que vous avez déjà une certaine vitesse au départ, même si voilà, c'est pas non plus énorme, mais ça peut être sur ces gains énergétiques assez intéressants. C'est bon pour vous? Bon, vous ferez les applications numériques, j'avoue que je vous ai écrit toutes les formules, donc vous avez ce qu'il faut pour pouvoir faire l'application numérique. Au passage, qu'est-ce que j'ai mis? Je sais même plus depuis où je l'ai compté. Non, je ne sais plus comment je fais les applications numériques. Alors, on en vient à, encore une fois, une application un peu différente des relations qu'on a déjà établies. Toujours pareil pour un satellite ou pour quelque chose, un engin en orbite. On définit aussi ce qu'on appelle la deuxième vitesse cosmique, ou autrement appelée la vitesse de libération. Alors, il y a une définition et ensuite on va faire le petit calcul. Donc la vitesse de libération, c'est la vitesse minimale pour laquelle l'état du satellite, en l'occurrence ici, ou de la planète, est libre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la notion d'état libre et d'état lié. On a vu justement qu'en étudiant l'énergie potentielle effective, quand on a un système en interaction gravitationnelle, il peut être dans un état lié et donc avoir une trajectoire en général elliptique si son énergie mécanique est négative, vous vous souvenez de ça? Et sinon, si son énergie mécanique est positive, alors il est dans un état libre ou un état de diffusion.
Et si son énergie mécanique est nulle, il est aussi dans un état de diffusion. Je vais peut-être remettre, je reviens sur le poly et la zone où on a raconté ça. Hop, c'est ici. Voilà, selon la valeur de l'énergie mécanique, hein, on peut avoir affaire à des trajectoires en général hyperboliques, paraboliques ou ici elliptiques. Donc pour avoir un état libre, il faut que l'énergie mécanique soit positive ou nulle. Ça, c'est le point de départ. Calculer une vitesse de libération. Donc la vitesse de libération, c'est la vitesse minimale à partir de laquelle on aura un état libre. Autrement dit, soit une trajectoire parabolique, soit une trajectoire hyperbolique. Ça veut dire qu'il faut que l'énergie mécanique soit positive ou nulle, comme je viens de le dire, et ça veut dire aussi que la vitesse minimale est obtenue lorsque, parmi toutes ces valeurs, l'énergie mécanique est minimale. Autrement dit, lorsque l'énergie mécanique est nulle, c'est là qu'on va, avec cette équation, c'est à partir de là qu'on va pouvoir calculer la vitesse de libération. La vitesse de libération est obtenue lorsque c'est la vitesse pour laquelle l'énergie mécanique du système est nulle, autrement dit, sa trajectoire est parabolique, et si la vitesse devient supérieure, alors on aura une énergie mécanique strictement positive, et dans ces cas-là, on aura une trajectoire hyperbolique. Donc, je reprends, hop, sur la vitesse de libération. Donc, quand on se trouve à une certaine distance de la Terre, la question de l'astre attracteur, la question c'est quelle est la valeur de la vitesse de libération quand on se trouve à une certaine distance de l'astre attracteur. Donc, la question que je vous pose ici dans l'application, c'est déterminer la vitesse de libération d'un objet. Alors, ça peut être un satellite, ça peut être une planète, qui est située à la distance r de son astre attracteur. On va faire ça ensemble directement. Je vais effacer mon ardoise et je vais basculer sur mon ardoise. Donc ce qu'il faut avoir retenu, c'est comment on obtient la vitesse de libération à partir de l'écriture de l'énergie mécanique et en écrivant que l'énergie mécanique est nulle. Hop, j'efface ça. Donc, évidemment, le moins K sur dosage, je viens d'effacer ici, n'est plus possible, hein, puisqu'on est sur l'énergie mécanique du système est nulle, puisqu'il va être dans un état libre. Donc EM0 égale 0. Et ça vaut donc, le système est à la distance R, puisque c'est comme ça que je vous l'ai présenté. Il se trouve à la distance R de son astre attracteur. Donc évidemment, il n'est plus sur une trajectoire circulaire. Je peux passer mon truc là. La question, c'est, voilà, par exemple, vous avez la Terre, ici. Vous avez un engin, un point matériel M ici, qui se trouve à la distance R du centre de la Terre. La question, c'est quelle doit être sa vitesse en ce point, si on veut que sa trajectoire soit parabolique. Alors, ça ne va pas être la seule condition, mais disons qu'une des relations indispensables, c'est déjà d'écrire que si on veut que la trajectoire soit parabolique et qu'il puisse être dans un état de diffusion ou un état libre, déjà 1/2 de m fois sa vitesse, alors on appelle ça la vitesse de libération au carré, ça c'est l'énergie cinétique, moins gm, la masse de l'astre attracteur. Alors ici, est-ce que je fais avec la Terre ou est-ce que je fais avec... On va faire avec la Terre parce que j'ai pris la Terre comme exemple, mais ici c'est... On va mettre la masse de l'astre attracteur, hop. Donc MA, et puis ici se trouve à la distance R. Donc la vitesse de libération est obtenue en écrivant cette égalité, c'est-à-dire c'est la vitesse que doit avoir le système pour pouvoir être dans un état de diffusion ou un état libre. Ce qui fait que si on réajuste un petit peu cette équation et qu'on réécrit, eh bien cette fois-ci vous avez un coefficient 2, mais à la distance R
Si vous écrivez que l'énergie mécanique est nulle, qu'on se situe à la distance r de l'astre attracteur, que la vitesse, elle s'appelle VL, on en déduit VL grâce à l'égalité, l'énergie mécanique est égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération ou deuxième vitesse cosmique. Donc ça, c'est là. Si on veut que le système soit dans un état libre et qu'il puisse s'éloigner, donc l'idée, c'est que avec cette vitesse-là, le point matériel, a priori, va pas rester au voisinage de son attracteur, mais va pouvoir s'en éloigner à l'infini. Donc il est dans un état libre. Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Oui. Et donc la question, c'est, pour terminer l'application, si on s'intéresse à un système, j'ai mis un satellite ou n'importe quoi, un objet à la surface de la Terre, si vous voulez que depuis la surface de la Terre, vous puissiez envoyer un engin ou un système aussi loin que vous le souhaitez de la Terre, c'est-à-dire le libérer de voisinage de la Terre, il faut lui donner une certaine vitesse ici au départ, et la vitesse de libération à la surface de la Terre, si on reprend la formule que j'ai écrite ici, mais qu'on met comme distance le rayon terrestre et qu'on met comme masse la masse de la Terre, on obtient ce qu'on appelle la vitesse de libération à la surface de la Terre, c'est-à-dire la vitesse à donner aux objets qui seraient à la surface de la Terre si on veut qu'ils puissent s'en éloigner à l'infini en étant lancés depuis la surface de la Terre. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas les lancer n'importe comment, que vous n'avez pas le choix sur le lancement, il faut forcément les lancer de manière à ce qu'ils ne viennent pas se fracasser contre la Terre, mais parce qu'elle n'est pas ponctuelle, mais ça veut dire que au moins en norme, il faut que la vitesse soit au moins supérieure à cette valeur. Et cette valeur, je ne sais pas si je l'ai écrite dans le poly, mais elle est écrite en dessous en fait. Je vous ai fait l'application numérique, mais à la surface de la Terre, la vitesse de libération, elle est de 11,2 km par seconde. Donc si vous voulez me lancer quelque chose et le mettre en orbite depuis la surface, enfin pas le mettre en orbite justement, le lancer et qu'il puisse s'éloigner à l'infini de la Terre, il faut lui donner une vitesse au moins supérieure ou égale à 11,2 km par seconde. C'est bon pour vous? Voilà ce qu'on appelle la deuxième vitesse cosmique ou la vitesse de libération. Au sol, je vais basculer sur le poly. Voilà, vous avez l'application numérique. Donc ici, avec la masse de la Terre et le rayon terrestre. Donc si vous lancez avec une vitesse plus faible, vous allez rester en orbite autour de la Terre. Voilà pour ce qu'on appelle la vitesse de libération. Alors tiens, à l'occasion, j'ai ressorti mes vieilles bandes dessinées. Je sais que cette bande dessinée. Ah oui, mais lequel? Objectif Lune. Ah non, Objectif Lune, ils sont pas partis. C'est l'autre. C'est on a marché sur la Lune. C'est l'autre, le volume suivant. Alors, voilà, c'est juste parce qu'à un moment, ils sont décollés et puis on voit Terre depuis la fusée et il y a je ne sais plus qui annonce que voilà, ils viennent d'atteindre la vitesse de 13 km par seconde. Donc ils sont un petit peu plus loin que la surface de la Terre, hein, parce qu'on la voit d'assez loin, là, donc ils sont à une distance R au moins bien plus importante que RT, mais ils ont dépassé quand ils disent que vous n'êtes plus soumis à l'attraction terrestre. Alors c'était aussi pour mettre en évidence le fait que c'est pas vrai, ils sont toujours soumis à l'attraction terrestre, mais par contre ils peuvent aller à une distance infinie de la Terre, c'est-à-dire que la Terre ne va pas les retenir en orbite autour d'elle, puisqu'ils ont dépassé la vitesse de libération, qui est là même plus petite que les 11 km par seconde, puisqu'ils sont plus loin. Donc, a priori, elle est un peu plus faible. Je ne dis pas de bêtises, hein, oui, puisque le rayon est plus important. Mais voilà, ils sont fermés.
une petite allusion au passage. Attends, ils sont à plus de 10 000 km, c'est écrit sur la vignette d'avance. Relevé. Donc on peut calculer à 10 000 km la vitesse de libération. Elle est plus faible que les 11 km par seconde et donc plus petite que les 13 km par seconde qui sont indiqués ici. Et ils sont effectivement dans un état de diffusion, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas soumis à l'attraction terrestre. Ça aussi, il faut le noter, parce que des fois on dit vous n'êtes plus soumis à l'attraction de l'astre. Si, mais pour autant on peut s'en éloigner à l'infini. Voilà, et j'ai rajouté en dessous une petite application numérique, parce que je trouvais ça assez amusant, c'est la vitesse de libération de la Terre. Donc actuellement, on est dans un état lié autour du Soleil. La Terre, en tant que planète autour du Soleil, elle ne s'en éloigne pas à l'infini, puisqu'on est sur une trajectoire quasi circulaire. Et donc, si on calcule la vitesse actuelle, la vitesse de la Terre sur son orbite, c'est 30 km par seconde. Et la vitesse de libération à cette distance, la distance à laquelle on se trouve du Soleil, ce serait de 42 km par seconde. Voilà. Et si pour une raison ou pour une autre, on passait à cette nouvelle vitesse, eh bien, on peut dire au revoir au Soleil, parce qu'on va s'en éloigner à l'infini. Voilà la conclusion de cette histoire. Alors, j'en viens à une application et on va essayer au moins de démarrer. Enfin, je vous donnerai un petit exercice à faire. Sur la mise en orbite des satellites artificiels, comment on va lancer par exemple un satellite géostationnaire. Ça fait partie des exercices très classiques et ça fait partie des notions que vous devez avoir un peu en tête. Pour lancer un satellite artificiel et le mettre par exemple sur une orbite circulaire géostationnaire, on a vu qu'elles étaient à 36 000 km d'altitude. Donc on procède en plusieurs étapes qui sont les suivantes. Généralement, il y a 4 étapes. Une étape qu'on appelle la phase balistique, où le satellite est embarqué. Alors là, vous avez le lanceur Ariane 5 avec, je sais plus, je crois que j'ai pris un lancement de février, je sais plus, enfin, c'est récent, 2019 ou 2020, je sais plus trop. Bref, il y a un satellite ici, dans la tête. Il y en a un autre d'ailleurs, un satellite pour être mis en orbite, donc il est embarqué dans le lanceur. Le lanceur permet la première phase qui est la phase balistique, c'est-à-dire qu'il faut traverser l'atmosphère et puis ensuite, alors je vais peut-être vous mettre les trajectoires, voilà, vous allez peut-être mieux voir. Il y a donc 4 phases. Une phase balistique où le satellite est à bord du lanceur. Hop, donc c'est une première portion de trajectoire. Ensuite, vous avez une mise en orbite circulaire basse, donc là où le lanceur va commencer à se un peu. Donc vous avez certains morceaux, donc on sort de l'atmosphère, vous avez une mise en orbite sur une orbite circulaire basse, d'une partie du lanceur et puis surtout essentiellement du satellite. Donc une première orbite circulaire sur laquelle se trouve le satellite, qui est pas très, à une altitude pas très élevée. Et puis après, à un moment donné, on passe sur. Donc l'idée étant d'arriver de mettre le satellite à poste sur son orbite géostationnaire. Donc celui dont je vous parlais, c'est un satellite géostationnaire. Donc l'orbite géostationnaire, elle est circulaire et bien plus éloignée. Donc on passe ensuite, pour des raisons de coût énergétique, d'une orbite circulaire basse, où là on est à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Et à un moment, on passe sur une orbite de transfert. Donc, ici, vous avez a priori le satellite qui est lâché, qui tourne sur son orbite circulaire. Et à un moment, on lui imprime une certaine poussée pour l'injecter sur une orbite de transfert. Donc l'orbite de transfert est une orbite elliptique qui a pour péricentre, périgée ici, le rayon de l'orbite circulaire basse, et pour apogée, le rayon de l'orbite circulaire haute, le rayon de l'orbite géostationnaire. Et donc on s'arrange pour lui pousser, lui donner une vitesse, de manière à ce qu'il bascule d'une orbite circulaire basse à une orbite elliptique. Et ensuite, une fois qu'il est sur son orbite elliptique et qu'il est arrivé au périgée, à l'apogée, pardon, eh bien on lui redonne une poussée pour qu'il passe sur l'orbite géostationnaire. Donc c'est le principe de lancement avec ce qu'on appelle une ellipse de transfert qui permet le passage d'une orbite circulaire à une autre orbite circulaire. Bon, c'est un peu comme ça qu'on fait pour les satellites géostationnaires. Et l'idée, ça sera donc là, c'est juste
terminer le cours là-dessus, mais je vous ai prévu un petit exercice dans la feuille de TD où on calcule à la fois les énergies et les gains énergétiques pour les pousser ici. Donc à chaque fois qu'on change d'orbite, eh bien, il faut donner de l'énergie supplémentaire au satellite ou à l'engin pour qu'il change d'énergie mécanique. Hein. Donc l'énergie mécanique est constante sur une trajectoire donnée, mais dès qu'on veut changer de trajectoire, il faut un gain énergétique qui est apporté grâce à la poussée de la fusée ou de l'engin dans lequel il est encore embarqué. Une partie de la fusée, ou au moins là, il faut qu'il reste quelque chose pour que le satellite puisse encore gagner en énergie. Voilà, pour ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder. Donc là, on va peut-être pas trop. Je vous montre juste l'exercice que j'aimerais que vous fassiez pour la prochaine fois, à savoir pour mardi. Et au passage, je vais vous donner 2 autres indications. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la feuille de TD? Je vous montre. Donc, sur la feuille de TD 28 qui est en ligne, normalement. D'accord, ouverte, donc je vais l'ouvrir. Vous regarderez l'exercice 2, je crois, c'est... alors, tac, 28. Donc, il y a quelques exercices sur les forces centrales que j'aimerais que vous regardiez. Hop, je vous montre la feuille de TD. Alors, j'ai perdu le Discord. Ah oui, bien, bien. La feuille de TD 28, elle est là. Hop, donc voilà, le TD sur les forces centrales. Vous voyez la feuille de TD ou pas? Oui. Donc, l'exercice que j'aimerais que vous regardiez, c'est celui-ci qui s'appelle transfert d'orbite, où il s'agit donc voilà de passer un satellite juste d'une orbite circulaire basse à 500 km d'altitude jusqu'à l'orbite géostationnaire à 36 000 km. Donc, c'est des calculs d'énergie sur des trajectoires circulaires, puis ensuite, donc l'orbite circulaire basse, l'orbite circulaire haute, et puis aussi sur les de transfert qu'on appelle l'ellipse de Hohmann, qui est cette trajectoire qui permet de passer de 500 km d'altitude à 36 000 km. Donc, c'est un petit exercice, voilà, c'est pas très très compliqué, il y a surtout des calculs d'énergie à faire. Et puis à l'occasion, ce qui serait aussi intéressant, c'est que vous regardiez celui-ci, qui prend la forme d'une résolution de problème, en fait, avec des références cinématographiques. Si vous l'avez vu, je l'ai pas vu. Mais... Bon, je sais pas si c'est bien, mais... voilà, c'est une question sur... alors ça, c'est plutôt des trajectoires hyperboliques, c'est-à-dire qu'on a... ce que c'est un astéroïde qui va s'approcher de la Terre. Et la question, c'est est-ce que dans son mouvement d'approche, il risque de tomber, enfin, en tous les cas, de toucher la surface de la Terre. Donc, c'est un peu plus compliqué quand même. Après, il n'y a pas grand-chose à écrire, mais il faut bien mettre le problème en équation, faire un joli schéma et essayer de mettre ça en forme. Et la mise en forme n'est pas du tout évidente. Après, la résolution n'est pas très compliquée. Donc, je vous laisse réfléchir à ces 2 exercices pour mardi. Donc, le premier d'abord, et puis le deuxième, je vous donnerai des pistes éventuellement et on en discutera ensemble mardi. Une fois que vous y aurez un petit peu réfléchi, on essaiera de le mettre en équation. Mais surtout celui-ci à faire, et je pense que je vous donnerai le corrigé entre-temps, et on discutera de la correction mardi après-midi. Voilà pour ce chapitre. Donc, la semaine prochaine, il nous reste... Ah si, il y a un autre truc dont je voulais parler avant de parler de la semaine prochaine. Normalement, je vous avais reçu vos devoirs sur les machines thermiques, j'espère. Oui. Oui. Bon. Oui. Alors, j'aimerais que vous vous concentriez sur le corrigé, et notamment pour ceux qui ont un peu loupé le premier principe industriel, notamment avec l'étude de cette... alors, c'est un cycle, c'est le cycle de la
de la centrale ici, c'était solaire. C'est un cycle moteur, contrairement à ce qu'on a pu faire sur les machines frigorifiques. Cette fois-ci, c'est un cycle moteur, c'est-à-dire qu'on va fournir de l'énergie à une turbine qui va pouvoir mettre en rotation l'alternateur. Donc c'est un cycle qui est décrit dans l'autre sens par rapport à ce qu'on a croisé sur les machines frigorifiques et les pompes à chaleur. Simplement, pour ceux qui auraient un petit peu raté cet exercice parce que vous ne l'avez pas compris, eh bien, il est absolument indispensable de reprendre le corrigé, notamment de regarder l'énoncé du premier principe industriel, ou ce qu'on appelle aussi, alors peut-être que c'est juste dans la formulation de la question que vous ne l'avez pas compris, mais ce qu'on appelle le principe premier principe industriel ou principe des fluides en écoulement, ou je ne sais plus quel nom il avait dans l'énoncé, c'est ce que moi j'ai appelé le premier principe industriel, c'est-à-dire delta H plus éventuellement variation d'énergie cinétique massique plus variation d'énergie potentielle massique égale travail utile plus quantité de chaleur reçue par le fluide en écoulement. J'insiste sur le fait qu'il faut bien comprendre la démonstration du premier principe industriel pour bien comprendre ensuite comment on l'applique. Vous avez une tendance, quand vous avez des systèmes en écoulement, je vais être caricatural, mais vous oubliez le premier principe. Vous n'appliquez que exclusivement le premier principe industriel. C'est-à-dire celui où, alors pour l'établir, on ne l'a pas oublié le premier principe. Pour l'établir, on l'a utilisé. Mais après, on a mis de côté tout ce qui était en particulier travail des forces pressantes, ou ce qu'on appelle le travail de transvasement. Donc, si vous avez bien compris d'où il sortait, vous allez savoir bien l'utiliser et surtout ne pas compter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ce qui intervient dans le travail du premier principe industriel, c'est tout ce qui n'est pas travail des forces pressantes. C'est le travail apporté par le compresseur, c'est le travail qui va être fourni à la turbine, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail utile. Donc, j'insiste lourdement sur le fait qu'il faudrait, si vous n'avez pas réussi, alors certains ont très bien réussi, je ne dis pas que c'est général, mais si vous n'avez pas réussi ce problème-là, il faut absolument retravailler ce premier principe industriel et la façon de l'utiliser et de l'appliquer. C'est vraiment très très important parce que si vous avez compris ça, tous les problèmes sur les machines thermiques, je pense qu'ils sont franchement pas compliqués. Par contre, vous vous embrouillez pour certains parce que vous avez des vieux réflexes et vous utilisez un principe qui ne s'applique pas, ou si on veut qu'il s'applique, c'est pas dans ces conditions-là, il faut le réécrire proprement. Mais voilà, le résultat du premier principe industriel est absolument indispensable à bien maîtriser. Voilà pour ça, donc je n'ai pas forcément le temps de revenir là-dessus, mais n'hésitez pas à poser des questions s'il y a encore des zones d'ombre là-dessus. Par ailleurs, donc autre question, la semaine prochaine, il faut qu'on fasse un cours qui s'appelle la cristallographie. Or, d'après ce que je vois des jours qui nous restent, ça ne rentre pas. Donc je voudrais savoir si lundi, vous n'avez pas DS, est-ce que vous êtes libre lundi après-midi? J'en avais parlé à Monsieur Chaussade. On a un DS de 2 heures. Ah, vous avez un DS de 2 heures? Alors, de quelle heure à quelle heure? Je pense qu'on peut s'entendre tous pour le faire sur le même créneau. D'accord, donc vous avez un DS de 2 heures. Je pense que moi, je vous prendrai donc à suivre peut-être à 16 heures dans ces cas-là, ou on va dire 16 heures, il ne faudrait pas que ça dure... vous avez alors c'est un QCM, ça veut dire que si je vous prends à 16, si on dit 16h15, c'est bon, ou si on dit 16h, c'est bon pour vous? Enfin, il n'y a pas de truc à scanner, à envoyer à monsieur si? Au moins 16h30, un peu comme monsieur Chaussade l'avait fait avec votre devoir, par exemple. Oui, d'accord. Donc on va dire 16h30 pour une séance qui... Pas trop combien de temps elle va durer, mais elle peut durer peut-être 1h30. Bon, on va dire 16h30 au plus tard. Hein. Donc si vous me dites que ça devrait être bon pour 16h, ça m'arrange, enfin ça éviterait qu'on traîne trop. Alors, vous avez le colis à imprimer avant, surtout, et puis voilà, je vais
c'est pas un cours qui tient en 2 heures en fait. Donc c'est un cours qui alors, c'est un cours assez appliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner le poly avant. Et puis, peut-être, donc là, hors temps, ce week-end, vous allez quand même le travailler un petit peu en amont, ce poly. Et donc, soit je fais... Alors, l'idée, c'est que c'est de la cristallographie. Donc, ça suppose de regarder des structures dans l'espace, de les faire tourner dans l'espace. Donc, pour ça, je vous ai mis sur le site de la classe un onglet cristallographie. Alors, il y a un poly que j'ai réécrit depuis, pour Victor, il y a un nouveau poly avec la bonne police. Maintenant, c'est pas le vieux truc de la guerre. Et en plus, il est plus complet, il y a plus de dessins en couleur et tout. Donc, j'ai refait un nouveau poly de cristallographie et surtout, j'aimerais que vous le regardiez avec... Je vais essayer de vous montrer où c'est sur le site de la classe. Donc, alors, je vais partager ça. On va dire 16h, 16h15, pour couper la poire en deux. On va essayer de finir avant 18h. Je vous montre ce qu'il va falloir regarder. Hop. Il manque les vidéos. Alors, dans simulation vidéo, vous avez cristallographie. Vous voyez là ce que je vous projette, quoi? Oui. Donc, dans simulation vidéo, il y a cristallographie. Et dans cristallographie, donc, j'ai sélectionné un ensemble de vidéos. Alors, le truc, c'est que c'est pas moi qui les ai faites. C'est des vidéos pour vous montrer donc des structures cristallographiques en 3D. C'est donc des bouts de cours de cristallographie. Alors, ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps, vous regardiez, donc ça, je vous le redirai, dans le poly quand je vous le mettrai en ligne et quand peut-être moi, j'aurai aussi enregistré 2-3 petites choses. Donc, je vais vous mettre le poly comme on fait d'habitude, à compléter, avec peut-être ma voix et puis les commentaires comme je fais d'habitude, mais je rajouterai des pauses et vous irez regarder les vidéos qui sont ici, notamment sur les empilements, comment on empile des sphères, parce qu'en fait on va faire de la cristallographie, c'est essentiellement on va empiler des sphères les unes sur les autres et on va voir comment tout ça s'organise dans l'espace. Et donc, vous avez 2-3 petites vidéos à regarder. C'est quelques minutes à chaque fois. C'est 3 minutes, je crois. Là, vous voyez, j'ai mis lecture jusqu'à 3 minutes 20. Donc, c'est des vidéos qui sont plus complètes et qui font ensuite référence à des notions que nous n'avons pas abordées en PSI, en tous les cas. Mais au moins, dans un premier temps, elles vous expliquent et vous voyez en 3D les modèles que j'ai. Et puis, par ailleurs, j'ai rajouté des animations en 3D ici sur lesquelles vous pouvez cliquer. Et là, vous pouvez tourner vous-même les structures pour y voir un petit peu plus clair. Donc, ce que vous allez travailler avant mardi, ce sera tout ce qui concerne ce que j'appellerais les cristaux métalliques, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter avant les cristaux ioniques ici, donc ce que j'ai appelé structure CSCl, NaCl et puis ZNS. Donc, les 3 dernières, on les fera ensemble, mais par contre, les autres, les cristaux métalliques, j'aimerais bien que vous regardiez ça avant. Donc, à la fois le poly à compléter, mais je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo pour ça, comme d'habitude. Et puis, éventuellement, comme le poly n'est pas animé, je pense que je vous demanderai d'aller visualiser encore les différentes vidéos, en tous les cas les 2 premières, et éventuellement jouer avec les animations 3D. Alors, je vais ici. C'est à peu près clair. Mais alors ça, il faudra le faire avant lundi. Puis comme vous avez un DS de maths, j'imagine que ça va être un petit peu chargé. Je vais essayer de la faire cet après-midi et puis de vous la laisser pour le week-end pour que lundi, donc après-midi, à partir de 16h, on puisse terminer, on dit, le cours de cristallographie. Je reviendrai éventuellement sur les points qui ne sont pas complètement clairs sur les animations et tout ça. Et puis, je voudrais terminer le cours justement ensemble avec les cristaux ioniques. C'est très applicatif aussi, voilà, on empile des sphères, on calcule des rayons, des masses volumiques. C'est pas très compliqué, on faisait ça les années passées justement en séance de TD avec des modèles
des modèles réels, des structures que vous pouviez tourner dans tous les sens. Donc j'espère que là, en distanciel, on va pouvoir, avec les animations, y voir aussi quelque chose à distance. Il y a quand même pas mal de vidéos qui sont bien faites, donc j'espère que ça passera aussi, que vous arriverez à voir dans l'espace. Donc je vous ai sélectionné un certain nombre d'animations, n'hésitez pas avec. Il faut avoir une bonne vision dans l'espace. La cristallographie, c'est essentiellement de la géométrie dans l'espace. Et si vous ne voyez pas comment sont empilées les sphères, c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que ça vous va. Alors, on fait ça pour lundi ou... Alors, deux choses pour répondre à votre question, Elisa. Pour lundi, la vidéo à regarder est donc le cours, donc la vidéo du cours, accompagnée des petites vidéos animation en complément. Je vous mets ça, je fais ça tout à l'heure, je m'enregistre et je vous mets ça en ligne d'ici la fin de la journée, à faire ce week-end. Pour lundi, où on termine la cristallographie. Lundi, 16h15. C'est ça? On a compris quoi? 16h15. Ok? Ensuite, les exercices que je vous ai demandé de regarder là, le transfert d'orbite notamment, ça, c'est pour mardi. En fait, le lundi, c'est un petit complément, supplément. Pour mardi, vous terminez le transfert d'orbite. Et on fera certainement ensemble la résolution de problème. Je vais voir si je vous ajoute un petit cours sympathique sur le tableau périodique pour mardi. Et je vous mettrai ça en ligne. Il y aura certainement un cours à étudier avant la séance de questions et la correction des exercices. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste donc la cristallographie qu'on fera lundi. Il nous reste des exercices à corriger, comme je vous l'ai dit, sur la mécanique, histoire d'avoir fait quand même quelques applications. Et puis, il nous reste 2 chapitres de chimie sur le tableau périodique et la structure des molécules et des solvants. Voilà. Il y aura un chapitre de mécanique quantique que je vous proposerai en version poly, parce que le poly a été écrit avec mes collègues de MPSI de manière à se suffire à lui-même. Donc, comme on n'a pas trop de temps, on va finir comme on finit d'habitude en MPSI, c'est-à-dire un peu à l'arrache, comme on pourrait le dire de façon rapide, mais bien. Quasiment dans les mêmes conditions que d'habitude. Sauf que voilà, je préfère quand même qu'on fasse des exercices, qu'on ait le temps de terminer ça pas trop dans la précipitation. Donc les chapitres que je juge pas complètement indispensables à être appliqués avec des séances de TD, c'est ceux qui restent là, à savoir le tableau périodique. Je viendrai l'année prochaine sur la structure des couches électroniques, mais on va voir ça ensemble. Hein. Je vais présenter le cours et simplement il n'y aura pas spécialement d'exercice, mais vous le remettrez en application très largement l'année prochaine dans le cadre du cours de seconde année où finalement en chimie vous reviendrez sur la structure électronique. Voilà, avez-vous des questions? Ah, j'entends plus personne. Faut couper le son pour ça, si? Non, ça va? Donc d'ici à ce soir, vous aurez le cristallographie et puis pour la suite, un peu plus tard. Voilà, on s'arrête là. Et alors la suite, la deuxième manche, là, c'est quand du truc là du... Ah, c'est le dernier jour. C'est quand le dernier jour? C'est vendredi? Il y aura un petit pique-nique, un petit goûter aussi? Un petit moment convivial. Ouais, c'est ça. On se filmera en train d'aller manger à distance. Bon, voilà, c'est comme ça. On se retrouvera l'année prochaine.
Bon, bah, je vous mets ça pour ce week-end. Hein, je suis désolée, un peu de cristallographie. Et puis on se retrouve lundi, donc 16h15, pour la suite du... Ouais, alors attendez, je pense à un truc. Ouais, 16h15 lundi. Alors, est-ce que mardi après-midi, il serait possible d'avancer à 15h30 au lieu de 16h, parce que j'ai une réunion à 17h, mardi après-midi. Donc, je vous le redirai, mais mardi, on fera 15h30 au lieu de 16h, pour qu'à 17h, on est sûr. Bon, normalement, ça sera fini, mais voilà, que j'ai un peu de temps pour basculer sur une autre réunion. Ça vous va? Je vous remets ça au propre sur le site avec le programme. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit et à lundi.